Bonjour, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un exercice tiré de la banque des E3C. C'est un exercice de niveau première sur la fonction exponentielle. C'est un exercice un petit peu récapitulatif de ce que vous avez à connaître en première sur la fonction exponentielle. Qui utilise pas mal de propriétés, la dérivée, le signe, voilà. Donc ces choses-là sont extrêmement importantes. Entraînez-vous dessus. On y va. Alors, on nous dit une entreprise fabrique chaque jour X tonnes d'un produit. Le coût total mensuel en milliers d'euros pour produire chaque jour X tonnes de ce produit est modélisé par la fonction C définie sur l'intervalle 0,10 par... On vous a donné l'expression qui est ici. On a représenté ci-dessous la courbe C de C, donc courbe C, et ça représente la fonction C, de la fonction C dans un repère. Donc voilà, on a la courbe ici. Première question qu'on nous pose, c'est par lecture graphique, donner une estimation de la quantité journalière de produits pour laquelle le coût total mensuel est maximal. Alors, pour savoir cela, il faut bien déjà regarder la courbe qu'on a face à nous. La courbe qu'on a face à nous, elle représente la fonction qui modélise le coût total mensuel en milliers d'euros pour X tonnes produites. Donc, on nous demande de donner une estimation de la quantité journalière de produits pour laquelle le coût total mensuel est maximal. Donc, pour repérer quand est-ce que le coût total est maximal, puisque là, c'est la courbe représentative du coût total, je vais regarder le point qui a la plus grande ordonnée sur cette courbe. Il semble se situer par ici. Donc, ça veut dire que c'est en ce point ici qu'on va pouvoir lire une éventuelle valeur du maximum et un X pour lequel on a ce maximum qui est atteint. Visiblement, le maximum semble être par ici. Donc, c'est de la lecture graphique, hein, ça ne va pas être très précis, mais bon, on va devoir choisir. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est entre 4 et 6, et que si on regarde bien ici, entre 4 et 6, eh bien, le carreau, il est divisé en 5 petites sections. Et du coup, moi, je veux 3 petites sections. Vous voyez, donc finalement, ici, on va se situer à peu près par là. Et donc, un carreau, ça mesure 2, puisque vous voyez, on passe de 4 à 6. Donc, ça veut dire que 2, si je le divise en 5 pour savoir combien fait une petite section, eh bien, ça donne 0,4. Donc, finalement, je suis à combien ici? Je suis à, là, j'ai 4. Juste à côté, j'ai 4,4, 4,8, 5,2. Donc, moi, je vais avoir tendance à dire que le X pour lequel on a le maximum pour la fonction f, c'est environ 5,2. Je dis environ, hein, c'est une estimation. Et donc après, maintenant que je sais que c'est 5,2, je vais regarder l'unité sur le graphique. Et ici, on me dit que c'est X tonnes. Donc moi, ça va être 5,2 tonnes. Donc donner une estimation de la quantité journalière de produits pour laquelle le coût total mensuel est maximal, eh bien ça va être pour environ 5,2 tonnes. Donc je rédige, par lecture graphique, le coût total mensuel semble maximal pour une production journalière de 5,2 tonnes. On ne me demandait pas la valeur du coût maximal, donc je ne suis pas obligé de la donner. Donc moi, j'écris ce qu'il faut que vous écriviez au minimum. Voilà. Cela nous amène à la question 2. Dans la question 2, on nous dit le coût marginal qu'on va noter CM, qui du coup n'est pas le coût total, c'est le coût marginal, qui correspond au supplément de coût total pour la production d'une unité de valeur supplémentaire, est assimilé à la dérivée de la fonction coût total. Donc, c'est-à-dire qu'on a la fonction coût total, C, et donc le coût marginal, on nous dit qu'il est assimilé à la dérivée de la fonction coût total, c'est-à-dire que le coût marginal, c'est tout simplement la dérivée de la fonction C qui a été définie précédemment. Donc, lorsqu'on nous demande de démontrer que le coût marginal CM est défini sur l'intervalle 0,10 par cette expression-là, finalement, on nous demande juste de déterminer une expression de la dérivée de la fonction C. Donc, on va prendre la fonction C, on va regarder son expression, qui est marquée ici pour tout x appartenant à 0,10. On va calculer une expression de sa dérivée C', qui en fait va se noter Cm, puisque le coût marginal est la dérivée de C. Donc, finalement, C', on peut le noter coût marginal. Et on va observer si on arrive à cette expression-là. Donc, pour dériver une fonction, je commence par réécrire l'expression face à moi pour avoir face à moi ce dont je parle.
Première question que je me pose quand je veux dériver une fonction, toujours la même, quelle est l'opération principale dans ce calcul, c'est-à-dire quelle est la dernière que je serai amené à faire si je voulais par exemple calculer C de 3. Si je voulais calculer C de 3, je ferai d'abord 5 fois 3 moins 2, j'aurai le résultat, je calculerai exponentielle de moins 0,2 fois 3, ensuite je multiplierai ces deux résultats et je terminerai par ajouter 2. Donc l'opération principale ici, c'est la somme. Ça veut dire que quand je dérive une somme, eh bien, je dois dériver séparément chaque terme de la somme. Donc, premier terme de la somme, tout ça. Deuxième terme de la somme, 2. Il faut que je les dérive séparément et après que j'additionne les dérivés. Pour dériver le premier terme de la somme, ici, que je vais mettre en vert, eh bien, ce premier terme de la somme, quand je veux le dériver, c'est comme quand je veux dériver C, je me pose la question, quelle est l'opération principale dans ce premier terme? Et là, je me rends compte que c'est le produit ici. C'est un produit de deux facteurs. Le premier facteur, c'est 5x moins 2. Deuxième facteur, c'est l'exponentielle qui est là. Lorsque j'ai un produit de deux facteurs et que je souhaite le dériver, j'observe si la variable est dans chacun des deux facteurs. Premier facteur, 5x moins 2, il y a la variable x dedans. Deuxième facteur, exponentielle de moins 0,2x, il y a la variable x dedans. Donc il y a la variable dans les deux facteurs. Dans ce cas-là, je suis obligé d'utiliser la formule de dérivation de u fois v. Donc, je commence par poser ce que j'appelle u de x et v de x. Faites attention, hein. Si vous notez comme ça ne va pas. Puisque là, vous avez une fonction égale à une expression, ça ne va pas. Le égal doit être entre deux mêmes objets. Donc, c'est l'expression de la fonction u de x, qui vaut cette expression-là. Donc, je dérive. Pour dériver, je calcule u' de x du coup et v' de x, puisque je vais en avoir besoin pour calculer la dérivée ici de ce terme-là. Eh bien, ça me donne, je dois dériver 5x moins 2. Donc l'opération principale dans 5x moins 2, c'est le moins 2, c'est le moins ici. Donc je vais dériver premier terme, deuxième terme. Pour dériver 5x, 5x c'est une multiplication, mais dans le 5, il n'y a pas la variable. La variable est seulement ici. Donc, je considère ça comme une fonction du type k fois une fonction u, avec k réel. Dans ce cas-là, la dérivée, c'est je recopie le réel et je dérive la fonction. Donc, si je dérive x, ça me donne 1. Donc, finalement, ça va me donner 5 fois 1, donc 5. Et ensuite, je dérive 2 qui ne contient pas la variable, sa dérivée est donc 0. Donc, dérivée de 5x moins 2, c'est 5. Et v' de x, pour dériver une exponentielle dont l'expression serait, donc si la fonction c'est x donne exponentielle de ax plus b, eh bien vous devez savoir que sa dérivée, ça va être la fonction qui a x associe, on recopie la même exponentielle, par contre devant, on multiplie par a, c'est-à-dire par la dérivée d'ax plus b. Donc ici, c'est exactement ce que j'ai une exponentielle de ax plus b, avec le b qui vaut 0, et le a qui vaut moins 0,2. Donc la dérivée, ça va être, donc le b on a dit vaut 0, le a vaut moins 0,2, et donc si le a vaut moins 0,2, c'est que devant je vais me retrouver avec moins 0,2. Donc pour dériver une exponentielle, je commence par recopier l'exponentielle, et devant, soit vous retenez qu'on met le coefficient qui accompagne x, soit vous retenez qu'on met la dérivée de l'exposant. Dérivée de moins 0,2x, ça revient bien à écrire moins 0,2, c'est-à-dire le coefficient qui est devant x. Voilà pour cette dérivée. Donc maintenant, je peux appliquer la formule de dérivation de u fois v. Donc pour tout x appartenant à 0,10, cm de x, qui n'est autre que la dérivée de c de x, puisqu'on a dit coût marginal, en fait, c'est c'. Donc, soit vous écrivez c', soit vous écrivez directement cm de x. Eh bien, c'est égal à... Alors, cette partie verte ici, ce terme-là, 5x moins 2 fois exponentielle de moins 0,2x. Je vais l'écrire en vert. Donc, ça me donne 5x moins... Alors, la dérivée de u fois v, c'est u'v plus u fois v'. Donc, u' fois v, ça nous donne 5 fois exponentielle de moins 0,2x plus u
fois V'. Attention, dans U, j'ai une soustraction, donc je vais bien mettre des parenthèses autour. Donc U fois V', et attention, V', il commence par un moins. Donc je mets aussi des parenthèses pour bien que mon opération reste une multiplication entre les deux. Si je ne mets pas les parenthèses, on va avoir l'impression que c'est une soustraction. Exponentielle de moins 0,2x. Alors là, on a l'impression que c'est terminé, alors ça l'est, mais en réalité, attention, ici on a dérivé que la partie verte. Donc normalement, il faut aussi que j'ajoute la dérivée de 2. Donc plus, le plus c'est le plus qui était là, et dérivée de 2, D est une constante, donc sa dérivée c'est 0. Donc ça va disparaître à l'étape d'après, mais c'est bien de signaler quand même qu'on avait la dérivée du deuxième terme. Je rentourne en rouge si vous voulez bien voir les choses. Donc dérivée du produit ici, dérivée de 2, 0. Ça nécessite quand même d'écrire un petit peu mieux ici certainement l'expression. Alors ça nous donne quoi? Ça nous donne 5 exponentielle de moins 0,2x. Alors moi je vais choisir certainement la méthode que vous avez choisie, qui est de d'abord développer tout ça avant de factoriser par l'exponentielle. Donc c'est ce que je vais faire parce qu'en général c'est ce que vous faites. Maintenant, pour ceux qui sont un peu à l'aise, on peut directement factoriser par l'exponentielle. Alors, ça nous donne quoi? On va avoir plus, entre parenthèses, on va avoir quoi? Alors, si je ne mets pas les parenthèses directement et que je développe, ça donne 5x. Alors ici, j'ai une soustraction, mais là, ça, c'est un produit. Hein. Donc, quand je développe la soustraction, je vais prendre chacun des termes et je vais le développer sur ce produit. Donc, ça me donne 5x fois moins 0,2 exponentielle de moins 0,2x. Donc pour faire ce calcul, je commence par regarder les signes. 5x devant j'ai un plus, ici devant j'ai un moins. Donc ce qui va me rester, c'est le moins. Ensuite, je multiplie les nombres entre eux, puisque vous voyez qu'ici il y a 5 qui multiplie x, qui multiplie 0,2, qui multiplie une exponentielle. Donc les nombres, je les multiplie en deux. Je les multiplie entre eux, pardon. Donc 5 fois 0,2, eh bien ça donne 1. Ensuite, j'ai le x qui vient et ensuite j'ai l'exponentielle. Et enfin, je vais dire moins 2 fois moins 0,2. Donc moins par moins, ça va me donner plus. Donc ça donne 2 fois 0,2 qui donne 0,4 fois l'exponentielle de moins 0,2x. Une fois que j'en suis là, je peux factoriser par l'exponentielle, puisque là, je me rends compte que les opérations, ce sont des sommes et des différences ici. Donc, ça veut dire que je repère que dans chaque terme, il y a le même facteur exponentiel de moins 0,2x, donc je vais factoriser. Ça me donne, ici, j'ai 5 fois l'exponentielle. Là, j'ai moins x fois l'exponentielle. Et là, j'ai 0,4 fois l'exponentielle. Donc, finalement, ce que j'obtiens, si jamais je mets les x tout d'abord dans la notation, ça me donnait moins x plus 5 plus 0,4, donc 5,4 fois exponentielle de moins 0,2x. Voilà, il me reste juste à vérifier que c'est ce qui m'était demandé, donc moins x plus 5,4 exponentielle de moins 0,2x. Moins x plus 5,4 exponentielle de moins 0,2x. J'ai donc terminé la question 2a. Donc au passage, ici, c'était 2a. On va donc passer à la question 2b. Dans la question 2b, on nous pose la question, pour quelle quantité de produits fabriqués par jour le coût marginal est-il négatif? Le coût marginal, je vous rappelle que l'expression, elle est donnée juste au-dessus. C'est ce petit produit ici. Au passage, le coût marginal, je vous rappelle que c'est la dérivée du coût total. Donc en fait, on est en train de nous demander quand est-ce que la dérivée du coût total est négative. Donc en fait, on nous fait étudier le signe de la dérivée de la fonction coût total qui était définie en début d'exercice. Bon, si on n'a pas compris ça, c'est pas bien grave pour cette question 2b, puisqu'on nous demande juste quand est-ce que cette expression est négative. Alors, pour cette question 2b, pour trouver quand est-ce que le coût marginal est négatif, eh bien, on va voir deux méthodes. Première méthode, ça va être d'essayer de résoudre l'inéquation Cm de x inférieur ou égal à 0. Bon, ça sera la première méthode.
La deuxième méthode, ce sera de faire un tableau de signes de CM de x et de repérer où est-ce qu'on a un signe moins, puisqu'on nous demande quand est-ce qu'il est négatif. Voilà. Je vais faire les deux méthodes. Alors, petite précision, entre la méthode 1 et la méthode 2, la méthode 1 sera peut-être applicable moins souvent que la méthode 2. La méthode 1, ça va être directement de considérer une inéquation, ce qui peut être, dans la plupart des cas, extrêmement compliqué à résoudre. Donc, la méthode 2 sera la méthode pas forcément à privilégier, mais en tout cas qui fonctionnera le plus souvent. Donc, si vous devez en comprendre une des deux, le mieux, ce serait de comprendre la deuxième. L'objectif, c'est quand même que vous arriviez à comprendre les deux, bien entendu. La première méthode, que vous aurez sans doute le moins l'occasion d'appliquer dans d'autres exercices. Donc, on va écrire l'inéquation. Alors, on va commencer par remplacer CM de x par l'expression qui nous est donnée, enfin plutôt qu'on a calculé dans la question précédente. Donc, ça donne moins x plus 5,4 fois exponentielle de moins 0,2 x inférieur ou égal à 0. Cette inéquation, on se rend compte que c'est une inéquation avec un produit. Et là où on est content, c'est qu'en fait, eh bien, normalement, on est obligé de passer par un tableau de signes, sauf qu'ici, eh bien, dans le produit, il y a un des deux facteurs dont on connaît le signe, et c'est l'exponentielle qui est strictement positive. Donc, comme elle est strictement positive, eh bien, je peux tout à fait diviser par cette exponentielle des deux côtés de l'inégalité. C'est donc équivalent à dire, si je divise tout par l'exponentielle, eh bien, ça va simplifier l'exponentielle qui est là. Ce que vous appelez d'habitude divisé par l'exponentielle de l'autre côté. Donc, ça va me donner moins x plus 5,4. Finalement, si je divise par l'exponentielle ici, elle va se simplifier à gauche. Et à droite, je vais avoir 0 divisé par exponentielle. Ce qui vaut 0. Donc, j'ai le droit de le faire, la division, pour deux raisons. La première, c'est que l'exponentielle est strictement positive. Du fait qu'elle soit positive, je sais quand je vais diviser que je vais conserver l'ordre. D'habitude, si je ne sais pas que la chose par laquelle je vais diviser eh bien, est positive eh bien, ou négative, eh bien, je ne sais pas si je vais conserver l'ordre ou si je vais devoir changer le sens. Parce que vous savez, quand on divise par un nombre négatif, il faut changer le sens. Donc normalement, quand on divise par une expression avec du x, on fait très très attention parce que des fois, en fonction du x, ce par quoi on divise peut être positif ou négatif, et dans ce cas-là, il faut distinguer les cas. Là, la chance qu'on a avec l'exponentielle, c'est qu'elle est strictement positive, et que du coup, on peut mettre le x qu'on veut, de toute façon, ce nombre est positif, donc on va conserver l'ordre. Mieux que positive, elle est strictement positive, donc ça veut dire qu'elle ne vaut jamais 0. Donc on a le droit de diviser par l'exponentielle tout le temps, puisqu'on ne divisera jamais par 0, puisqu'elle ne peut pas être égale à 0. Donc, vous voyez, cette résolution d'inéquation, c'est un cas très particulier où on a le droit de faire cette opération, mais qui d'habitude est une opération à haut risque. Donc ici, on a le droit, mais vous avez de grandes chances que dans d'autres exercices, on ne puisse pas tellement s'en sortir avec cette inéquation. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, finalement, 0 divisé par exponentielle de moins 0,2x, ça nous donne tout simplement 0. Donc finalement, qu'est-ce que je dois résoudre? Je dois résoudre cette inéquation. Donc je vais isoler x. Alors là, je m'aperçois qu'il a un coefficient négatif devant. Donc je vais plutôt l'isoler dans le membre de droite. Je me retrouve avec 5,4 inférieur ou égal à x. J'ai donc résolu l'inéquation qui est là. C'est que le coût marginal sera négatif lorsque la quantité produite sera supérieure à 5,4 tonnes. Donc, je peux écrire la phrase suivante. Le coût marginal CM est négatif pour une quantité produite journalière. Alors ici, j'ai vu que x il devait être supérieur à 5,4. On n'oublie pas que x il doit être inférieur à 10. Donc finalement, c'est pour un x compris entre 5,4 et 10, ce qui se traduit dans le contexte de l'exercice par une quantité produite journalière comprise entre 5,4 tonnes et 10 tonnes. D'accord? On ne considérait pas les quantités produites au-delà de 10 dans l'exercice. Donc nous, c'est x compris entre 5,4 tonnes et 10 tonnes.
On va maintenant passer à la méthode 2 qui consisterait à faire un tableau de signes de cette expression et d'aller sélectionner la case dans laquelle on a un signe moins, ce qui nous répondra à la question de quand est-ce que le coût marginal est négatif. Donc méthode 2, je vais observer l'expression qui est là et je vais faire son tableau de signes. Donc pour faire un tableau de signes, je repère déjà si l'expression est factorisée parce que sinon je ne vais pas pouvoir faire plusieurs lignes dans mon tableau de signes. Effectivement, ici, elle est factorisée. Donc, ça veut dire que déjà, je vais pouvoir faire au moins 2 lignes dans mon tableau de signes. Il y aura une ligne pour le premier facteur, une ligne pour le deuxième. Voilà qui est dessiné, qui est dressé, ce tableau de signes. Et donc, eh bien, j'ai mis une ligne pour le premier facteur, une ligne pour le deuxième, une ligne pour le produit des deux facteurs, c'est-à-dire pour le résultat. Alors, il y a un des deux facteurs pour lequel le signe est facile à déterminer, c'est ici exponentielle de moins 0,2x. L'exponentielle de moins 0,2x est un nombre toujours strictement positif puisque c'est le résultat d'une exponentielle. Donc ici, je peux déjà compléter dans mon tableau par un plus. Ici, n'hésitez pas à rajouter, alors moi, je n'ai pas trop de place à côté, mais ici, n'hésitez pas à rajouter car la fonction exponentielle est strictement positive sur R. Donc en particulier, ici, cette fonction sera positive sur 0,10. Ensuite, pour la ligne ici, l'expression de la fonction affine. Quand votre opération ici, c'est une addition ou une soustraction, vous n'avez pas tellement le choix. Quand vous voulez le signe d'une fonction affine, eh bien, il va falloir déterminer quand est-ce que moins x plus 5,4 est positif pour savoir là où on va mettre le signe plus. Eh bien, cela est équivalent à dire que eh bien, 5,4 doit être supérieur à x. J'ai résolu cette inéquation. Donc finalement, j'ai cherché où est-ce que j'allais mettre un signe plus dans la ligne de moins x plus 5,4. Et j'ai trouvé que c'était quand x était plus petit que 5,4. Donc je vais placer 5,4. Visiblement, c'est une valeur importante. Et quand x est plus petit que 5,4, donc sur l'intervalle 0, 5,4, je dois donc mettre un plus, puisque j'ai trouvé que moins x plus 5,4 allait être positif, donc allait avoir un signe plus. Si et seulement si, x allait être plus petit que 5,4. Qu'est-ce qui se passe en 5,4? Bon, 5,4, ça va faire moins 5,4 plus 5,4, donc ça donne 0. De manière générale, c'est pour ça qu'on se permet de ne pas l'écrire, mais on pourrait très bien écrire moins x plus 4, plus 5,4, pardon, égale 0. Mais dans les faits, avec l'habitude, on se rend bien compte que quand on résout cette équation, on va trouver exactement ce qu'on a trouvé pour l'inéquation, mais on va le trouver avec un égal à la place du symbole. C'est pour ça que cette ligne-là, de temps en temps, on ne l'écrit pas. Ensuite, là, on a trouvé quand est-ce que ça allait être strictement positif. Ça vaut 0 quand x vaut 5,4, donc le reste du temps, c'est la dernière possibilité, c'est que ce soit négatif. Je remplis la ligne du résultat, donc le signe de Cm de x, si x est entre 0 et 5,4, moins x plus 5,4 est positif, donc ça, ce facteur est positif, et c'est multiplié par l'exponentielle qui est positive, donc le tout va être positif. Quand x vaut 5,4, moins x plus 5,4 vaut 0, donc ce facteur vaut 0. L'autre derrière, il est positif, donc ça fait 0 fois un truc positif, ça vaut 0. Et enfin, si x appartient à 5,410, eh bien, on a ici la fonction affine qui est négative, multipliée par l'exponentielle qui est positive, ça nous donne quelque chose de négatif. Donc finalement, on a étudié le signe de Cm de x. Du coup, on revient à la question qui nous était posée. La question qui nous était posée, c'est pour quelle quantité produite est-ce que le coût marginal est négatif? Et ici, on se rend compte que le coût marginal est négatif pour une quantité produite entre 5,4 tonnes et 10 tonnes. Donc, on peut conclure en disant que le coût marginal est négatif pour une quantité journalière comprise entre 5,4 et 10 tonnes. Alors, quand on vous dit négatif, on ne vous a pas dit strictement négatif. Donc, il y a toujours la question de est-ce que quand le coût marginal vaut 0, est-ce qu'on le met ou pas? La réponse est oui. Si on vous dit négatif, en fait, c'est au sens large. Et si on vous avait dit strictement négatif, là, il aurait fallu exclure 5,4.
Cela nous amène à la question 2c. On nous demande de donner le tableau de variation de la fonction c sur l'intervalle 0,10. Alors vous savez que pour avoir un tableau de variation d'une fonction, eh bien souvent la méthode, donc dans 99% des cas, c'est de dériver la fonction et d'étudier le signe de la dérivée. Là où la dérivée sera négative, la fonction sera décroissante. Là où la dérivée sera positive, la fonction sera croissante. Donc en fait, on aimerait bien dériver c sur l'intervalle 0,10 et étudier le signe de sa dérivée. Mais en fait, la dérivée de c, il se trouve que c'est le coût marginal. Donc le coût marginal, il faudrait étudier son signe. Et donc le signe du coût marginal va nous donner les variations du coût total. Alors ça tombe bien puisque le signe du coût marginal, eh bien finalement, on l'a étudié dans la question 2b. Surtout si vous avez fait la méthode 2. Si vous avez fait la méthode 2, vous avez directement le tableau de signe du coût marginal. Si vous avez fait la méthode 1, vous avez trouvé cette partie du tableau. Alors vous pouvez directement compléter la deuxième partie en disant j'ai trouvé là où c'était négatif, c'est que le reste du temps c'est positif. Mais voilà, avec cette méthode 2, eh bien finalement on va pouvoir directement recopier la dernière ligne du tableau et enchaîner avec les variations de la fonction coût total. Donc, je recopie le tableau de signe du coût marginal, puisque je vous rappelle que le coût marginal, c'est la dérivée du coût total. Donc ici, en fait, c'est comme si j'avais marqué signe de C' de x. Donc, lorsque le coût marginal est positif, c'est-à-dire que la dérivée du coût total est positive, ça veut dire que le coût total est strictement croissant. Et lorsqu'ici, on a la dérivée qui est strictement négative sur l'intervalle 5,410, ça veut dire que le coût total est strictement décroissant. Il va donc, puisqu'on m'a demandé le tableau de variation de la fonction c, il va falloir que je complète les images qui se situent ici. Pour compléter, je vais devoir calculer, eh bien, par exemple, l'image de 0. Alors, pour calculer l'image de 0, je vais reprendre l'expression de la fonction c qui est marquée dans mon énoncé. Donc c de x, c'est 5x moins 2 exponentielle de moins 0,2x plus 2. Et je vais donc remplacer les x par 0. Cela me donne, donc normalement j'ai 5x moins 2. Donc ça va faire 5 fois 0 moins 2 fois exponentielle de moins 0,2 fois 0, puisque normalement c'est exponentielle de moins 0,2 fois x. Et il faut que je rajoute 2. Ça me donne 5 fois 0, 0. La parenthèse, le résultat est donc égal à 2. Exponentielle de moins 0,2 fois 0, ça fait exponentielle de 0 qui vaut 1. Finalement, ça fait moins 2 fois 1 plus 2. Moins 2 fois 1, ça donne moins 2. Moins 2 plus 2, c'est égal à 0. Donc finalement, l'image de 0, c'est 0. Ensuite, j'aimerais bien avoir l'image de 5,4. Donc je calcule C de 5,4. C'est égal à 5 fois 5,4, donc je remplace tous les x par des 5,4. Donc 5 fois 5,4 moins 2, exponentielle de moins 0,2 fois 5,4 plus 2. Donc 5 fois 5,4, c'est égal à 27. 27 moins 2, cela nous donne 25. Exponentielle de moins 0,2 fois 5,4, c'est égal à moins 1,08. Donc ça donne exponentielle de moins 1,08 plus 2. Ça, c'est la valeur exacte. Et je vous rappelle que dans un tableau de variation, on doit inscrire les valeurs exactes. Donc, si vous calculez une valeur approchée de ce résultat, une valeur arrondie, libre à vous, mais dans le tableau de variation, elle ne doit pas apparaître. Dans le tableau de variation, doit apparaître la valeur exacte. Donc, du coup, si j'ai besoin d'un petit peu plus de place, je libère un petit peu de place et je vais écrire, du coup, 25 exponentielle de moins 1,08 plus 2. Et ensuite, il va falloir que je calcule l'image de 10. Pour l'image de 10, cela fonctionne exactement de la même manière. Je remplace les x par 10, donc ça fait 5 fois 10, moins 2, fois exponentielle de moins 0,2 fois 10, plus 2. Ce qui donne 5 fois 10, 50. 50 moins 2, 48.
exponentielle de moins 0,2 fois 10. Donc ça fait exponentielle de moins 2 plus 2. Donc je peux inscrire ici qu'il y a 48 exponentielle de moins 2 plus 2. Toujours pareil, si vous voulez écrire une valeur approchée arrondie ici, vous pouvez. Mais dans le tableau de variation doit apparaître la valeur exacte. On a donc répondu à la question 2C. Et donc maintenant, eh bien, on va s'intéresser à la question 2D. Déterminer le coût mensuel maximal sur l'intervalle considéré, on donnera la valeur arrondie à l'euro près. Donc, cela nous rappelle que, eh bien, ici, on avait fait le tableau de variation du coût total. Au passage, regardez, le maximum du coût total, c'est cette valeur-là, et elle est atteinte pour 5,4. Donc, petit rappel de la lecture graphique qu'on avait pu faire dans la question 1. Dans la question 1, nous, on avait lu 5,2. C'est parce qu'en fait, eh bien, on n'avait pas forcément très bien lu. On se rend compte, nous, on avait considéré que le maximum était atteint ici pour ce petit trait-là, alors qu'en réalité, c'est légèrement sur le côté. Alors peut-être que vous aviez réussi à mieux lire dès le début et à voir ici. Maintenant, sachez qu'une lecture graphique, c'est une lecture approchée. On tolère que vous n'ayez pas la réponse exacte à partir du moment où ça n'est pas flagrant que votre réponse est fausse. Là, entre dire que le maximum, le point le plus haut de la courbe se situe ici ou juste à côté, c'est une marge qui, là, vous voyez, on le voit parce que je zoome énormément sur ma feuille, mais sur un sujet, finalement, ça fait à peu près cette taille-là, et c'est compliqué d'en discuter proprement. Donc, on tolère, et donc, c'est pas pour autant qu'on a faux à la première question. On a donné une estimation. Nous, on voyait environ 5,2. En fait, réellement, c'est 5,4, puisque là, pour le coup, on l'a prouvé. Donc, on est sûr et certain que c'est 5,4 et que c'était notre lecture graphique qui n'était pas optimale. Du coup, on reprend la question 2D et on nous demandait le coût mensuel maximal sur l'intervalle considéré, donc sur 0,10. Le coût mensuel maximal, c'est celui-là. Donc, ce n'est pas la même réponse qu'à la question 1. À la question 1, on nous demandait pour quelle quantité journalière produite est-ce qu'on a un coût maximal. Donc, la quantité journalière produite, c'était 5,4 tonnes. En revanche, quand on nous demande la valeur du coût maximal, eh bien, c'est cette valeur-là. Donc, je vais écrire cette valeur-là. Et puis, si j'en veux une petite interprétation, je trouverai une valeur approchée. Je pourrais écrire une phrase-réponse avec la valeur approchée. Alors, le coût mensuel maximal est de 25 exponentielle de moins 1,08 plus 2. Ça, c'est la valeur exacte. Mais attention, c'est la valeur exacte de la valeur de la fonction C. Donc, ce que je lis ici, je me ramène à l'exercice et à l'unité. C, c'était le coût total mensuel en milliers d'euros. Donc, ça veut dire que le nombre que je trouve ici, ce ne sont pas des euros, mais des milliers d'euros. Donc, la phrase, je dois la finir. C'est le coût mensuel maximal est de ça, milliers d'euros. Maintenant, dans la question, on me demandait d'arrondir, de donner une valeur arrondie à l'euro près. Du coup, je vais calculer avec ma calculatrice ce nombre-là. Et comme on me demande la valeur arrondie, pas des milliers d'euros, mais à l'euro près, eh bien, je vais devoir observer ce nombre et on va en discuter juste après. Alors, ma calculatrice me dit, si je tape ça sur la calculatrice, elle m'écrit ça. Donc, bien entendu, ici, ça continue à l'infini, mais elle m'écrit qu'un certain nombre de chiffres. Donc, voilà, ça s'arrête là. Bon, nous, on sait que ce résultat, ce sont des milliers d'euros. Donc, ça veut dire que si je veux les résultats en euros, il faut que je multiplie par 1000. Donc, ça veut dire que ce résultat-là, 10,489,88814, il faut que je multiplie par 1000. En multipliant par 1000 ce résultat, donc si je fais ce résultat fois 1000 pour connaître ce que ça vaut en euros, puisque ça, c'était des milliers, eh bien, ça va me donner un décalage de la virgule de 3 chiffres. Du coup, en fait, en euros, eh bien, le coût total est environ de 10 489,88814 euros. On me demande d'arrondir à l'euro près. Donc, 10 489,8, eh bien, c'est plus proche de 10 490 que de 10 490.
89. Donc finalement, je vais dire soit environ 10 490 €. Et je peux effacer ce calcul qui n'a pas à apparaître sur votre copie. Voilà, c'est terminé. J'espère que cet exercice est bien compris. Vous avez d'autres exercices du même genre, je vous les mets en lien. Il faut vraiment avoir compris ça pour avoir un niveau correct de classe de première. À bientôt.